Ah, le téléphone, il est fatigant. Et donc, quand on est arrivé au portail, pendant que je m'attendais à un miracle se produisit, puisque j'étais là passif, à le regarder, étonné, craintif, et à ne pas réagir. Un miracle s'est produit, mais pas le bon miracle. Après les contrôles d'usage, et etc., quelque chose se passe, le moteur, boum, s'embrase, la fumée, et tout est en train de fumer partout, juste au portail de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien de ce qui se passe, puisque j'avais déjà été suffisamment averti de ce que la manœuvre n'était pas correcte. Mais je continuais de regarder comme si j'avais besoin d'en apprendre plus. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Alors que je voyais et constatais bien que les règles de maniation, de conduite n'étaient pas habituelles. Mais je suis resté là, comme complice, en train de chercher à apprendre une chose que déjà je savais qui pourrait endommager mon véhicule. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Et là, le moteur est en fumée. J'ai peur parce que je me dis, c'est ma première fois d'être face à une situation comme ça. Comment réagir? Je reste calme, très calme, mais vraiment calme. Et je regarde, mais je suis tout calme. Et je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'il se pourrait qu'à un moment donné ou un autre, mon véhicule explose, mon agent s'envole en fumée. Et je reste calme, mais calme. Et lui, il est là, il me regarde. J'ouvre le capot, je me mets à faire ce que je peux faire. À essayer d'y mettre un peu tout ce qu'il faut pour que la température baisse. J'essaie de baisser la température parce que tout a surchauffé. Et la fumée, je me demande d'où vient cette fumée. Est-ce que le véhicule va s'embraser? Dieu merci, au bout d'un moment donné, après avoir déplacé le véhicule dans le parking, pendant qu'il va chercher, et lui il va à ses courses, il va s'occuper d'autre chose, mais encore moi, avec mon gourmet véhiculé, je suis en train de souffrir, de m'inquiéter, parce que mon véhicule pourrait partir en fumée. Il est allé dans ses courses. Encore moi le même, et je suis en train de réparer mon véhicule. En pensant à toutes les dépenses, tous les investissements, tout ce que j'ai fait, mon véhicule va-t-il partir en fumée? Dieu merci, tout se calme. La fumée s'arrête et au bout d'une demi-heure à peu près, quand j'ai fini de faire toutes les visites d'usage et les petites réparations à mon humble niveau avec l'habitude que j'ai de fréquenter les mécaniciens, et tout semble calme. Et quand il arrive avec son ami, bien, cette fois-ci, je lui dis, passez derrière! Passez derrière! Moi-même, je conduis mon véhicule. Tout énervé, je prends mon véhicule, je le mets en marche. Dieu merci, le moteur commence à tourner. Sauf que je regarde et il a coulé bielle. Mon véhicule a commencé à couler bielle. J'en ai peur parce que c'est la première fois que je vois ça, que je me rends compte de ces choses. Mais il fallait quand même espérer que mon véhicule ne s'endommage pas. Quand le moteur commence à tourner, je passe tous les éléments qu'il faut, boum, on démarre. On démarre, mais toute la ligne, c'est comme si mon véhicule n'avait jamais souffert d'un seul écorchement. Ouh, quel miracle! Quel miracle! Quel miracle! Le moteur tourne rond. Un silence dans le moteur. Tout est normal. Il n'y a aucun... Tout est normal. Je suis le rythme normal de passation de vitesse. De 1 à 5, je reste constant. Le véhicule file tout droit de l'aéroport jusqu'à Yopougon.
Aucun problème. Tous les feux, nous les passons. Tout. Et on arrive, je gare, tout le monde descend. Tout le monde descend de mon véhicule. Et je le regarde. Je le regarde. Tout énervé, je le regarde. Je le regarde. Et pour seule excuse, il me dit, je m'excuse. Ah! Ah! Tu t'excuses. Comment ça, tu t'excuses? Tu sais combien ça m'a coûté ce véhicule? Tu t'excuses. Ah bon, tu t'excuses. Je l'ai regardé. Et j'ai compris qu'il y a des choses qui ne se partagent pas. Parce qu'il a mis à mal mon gourmet. Il a mis à mal mon gourmet, ma voiture. Et je me suis rendu compte à quel point je m'étais entiché de ma voiture sans m'en rendre compte. L'habitude de rouler ma voiture. Et aujourd'hui, en conclusion, nous pouvons voir des véhicules qui nous rendent si dépendants, inconsciemment. Nous pensons que c'est normal. Nous finissons par normaliser cette dépendance parce que nous ne nous y connaissons pas en véhicule. Parce que le véhicule est si dépensier, le véhicule est si aspirant, le véhicule est si absorbant, le véhicule peut même t'emmener à un moment donné à oublier les choses essentielles pour ne te consacrer qu'à lui, au point où quand ton véhicule est dépassé par un autre véhicule, tu commences à souhaiter, est-ce que je peux avoir un véhicule comme ça? Est-ce que je peux mettre mon véhicule en état comme ça? Est-ce que, et avoir un problème qui est lié au gourmetique des véhicules. Le véhicule te rend insatiable de lui. Parce que quand tu le roules, tu as vu toujours dire que ton véhicule, il pompe plus que pour l'autre. Et à force de vouloir, tu finis par chercher à vouloir être le meilleur. Chaque fois que j'ai mon véhicule, que je suis au volant, j'ai envie de me sentir le meilleur. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Et j'ai compris la question de papa. Mon père m'avait appris une leçon, une question qui m'a apporté beaucoup de réponses à ma vie et qui, depuis lors, m'a emmené, m'a permis de comprendre et à faire les choix dans mes priorités afin que je ne m'investisse pas dans une chose sans en avoir pris le temps de toute la mesure de la chose, c'est-à-dire ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je pourrais savoir ou ne pas savoir en fonction de mes intentions pour ne pas être pris de court. Est-ce que tu t'y connais en véhicule? Question qui m'a tellement frustré et m'a permis de comprendre mes limites dans mes palabres avec papa. Puisque j'étais censé chaque fois le dévancer. Voilà. Parce que quand il est dévancé, il baisse la tête. J'ai dit voilà, j'ai marqué un point. Pour finir sur une histoire dont je me souviens, quand je suis revenu de ma formation et de toutes mes expériences avec Dieu et que j'avais commencé à exercer à mon propre compte, un jour, mon père allait à un programme de réveil au niveau de l'église méthodiste. Et puis ce jour-là, puisque je suis devenu maintenant son partenaire, on ne faisait plus parler, mais désormais, on partenisait. Donc il m'accompagnait, il me soutenait jusqu'à ce que je sois sur le point maintenant d'éclore et puis papa est parti. Mais donc, là, ce jour-là, quand il va à son programme, je lui dis, bon bien, comme c'est dimanche, moi je fais mes programmes d'intercession le samedi, je vais t'accompagner à ton programme de réveil au niveau de l'église méthodiste. Et puis, quand on y arrive, je lui dis, quand tu finis de prêcher, moi je prie pour les gens, ça va? Il dit, oui, c'est bon, ça marche. Ok, donc on y va. Quand il finit de prêcher, papa donne un sermon vraiment de... Je suis étonné parce que je me dis, les méthodistes, qu'est-ce qu'ils connaissent en matière de réveil? Parce que moi, voilà, c'est comme ça que je pense. J'ai dit, mais regarde, ça c'est une église qui dort. Mais papa a prêché, il a prêché sur un sermon de réveil. Et donc, stimulé par la prédication, je prends le micro et avant de monter, il me dit, t'as 15 minutes. Ah bon, j'ai 15 minutes.
Parce que tu ne sais pas que chaque chose a son temps. Tu as fini ton temps, il est question d'un programme de réveil. Tu me dis, tu as 15 minutes. Est-ce que lui, il s'y connaissait en matière de réveil? Je n'ai pas le temps de lui poser cette question, mais je lui ai donné une réponse dont il s'est souvenu. Oui, il s'en est souvenu, parce que je l'ai vu quand il a baissé la tête. J'ai 15 minutes, viens. Je prends le micro. À un programme de réveil national de la jeunesse méthodiste, tu as 15 minutes. Parce que papa, il pense encore ici, là, qu'il est le chef. Mais il avait fini sa partie, c'était fini. C'était à moi de prier pour le réveil. Ah, c'était à moi de prier pour la partie spirituelle. Je prends le micro. En une fraction de seconde, toute la salle est en ébullition, les renversée. L'Esprit de Dieu, là-bas, tu souffres de telle maladie, tu es guéri. Un autre souffre de tel problème-là, tu es guéri. Là, tu es baptisé. Là, il y a un feu pour toi. Ici, en 15 minutes, je dépose le micro. Et il me regarde, tu peux continuer. Non, je ne continue pas. Pourquoi tu empiètes sur mon temps? Et il me regarde, il baisse la tête, tout furax, frustré, parce que je lui ai dit non. Je dis non. Et j'ai déposé le micro. Parce que là, tu ne commandes pas. C'est une question de portion, de période, d'étape, de saison. Tu as fini la tienne, passe. Alors, la responsabilité à l'autre, tu n'interfères pas. Papa pensait encore qu'on était à la maison, ou il allait me donner encore une de ses leçons. Est-ce qu'il s'y connaissait en réveil? Parce qu'il semblait visiblement qu'il n'avait pas compris. La question qu'il m'avait posée, est-ce que tu t'y connais en véhicule? En 15 minutes, j'ai déposé le micro. Et on appelle, les gens viennent. Oui, moi je suis guéri et tant. Moi je suis délivré et tant. Et puis il me regarde. Je dis non, j'ai fini. Alors, paix sur toute la terre. Ambe segela. Ante segela. Oh, amba segela. Ante segela. Menite segela. Ite nan segela. Ite nan sigila. Non. Ite nan segela. Ite nan segela. Nite segela. Nite segela. Ite nan segela. Nite segela. Ite nan segela. Non. Ite nan segela. Ite nan segela. Nite segela.